On va commencer tranquillement. Bonjour à toutes et à tous. Je me tourne vers la régie pour le réglage de la zapette qui m'a l'air de fonctionner à merveille. Parfait. Bienvenue à toutes et à tous ce matin pour un premier forum consacré à une thématique foncier-aménagement. Plus précisément, comment aujourd'hui lever les contraintes à la maîtrise foncière au service de nos politiques d'aménagement au niveau local. Sujet d'actualité dans un contexte d'injonction que l'on qualifie souvent d'injonction contradictoire, réduction des possibilités de consommation foncière, on évoquera peut-être le fameux ZAN qui nous oblige à réduire finalement les rythmes d'artificialisation et dans le même temps des besoins en logement, et nos communes sont un petit peu entre le marteau et l'enclume pour essayer de voir comment elles peuvent répondre à des besoins en termes d'aménagement, d'accueil de population avec finalement ce cadre juridique contraint. Ce forum sera coprésidé par 4 personnes. Véronique Pouzadou, maire de Granat, qu'on va voir dans un instant, présidente également de la communauté de communes de Saint-Pourçain-Sioule-Limagne et présidente de l'association départementale des maires de l'Allier. Thierry Repentin, maire de Chambéry, président de la communauté d'agglomération du Grand Chambéry, vice-président de l'AMF, donc une vision un petit peu plus rurale, plus ensuite urbaine. Nous aurons également le maire de Lens, Sylvain Robert, également président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et coprésident de la commission aménagement de l'AMF, et Catherine Lhéritier, maire de Valloire-sur-Cisse, présidente de l'association départementale de Loir-et-Cher. On poursuivra les échanges avec Constance de Pellichy, députée du Loiret. Soyez les bienvenus les uns les autres. Michel Renet pour avoir une expertise en fait notariale finalement sur le volet plutôt outils juridiques. Est-ce qu'on est suffisamment bien armé en matière juridique notamment pour faire face à un certain nombre de problématiques? Je pense aux questions de vacances notamment en centre-ville et pas simplement. Nous attendons également alors Aurélie Mézières, je ne l'ai pas encore dit, maire de Plessé, qui va nous parler du côté innovation. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui d'innovant dans nos territoires ruraux? Et on parlera en particulier de la notion d'ameau léger. Je ne vais pas déflorer le sujet, pas en dire trop pour l'instant. On fera également un tour du côté de l'outre-mer avec Moïse Edwin, maire d'Apatou. Des problématiques très spécifiques qui méritaient d'être abordées sur un aspect, on va dire, assez particulier en fin de séance. Et nous attendons d'un instant à l'autre le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, qui était sur la route au moment où on parle. Mais pour ne pas pénaliser celles et ceux qui sont à l'heure, on va commencer tout de suite. Peut-être pour débuter, Véronique Pouzadou. Donc vous êtes maire de Granat, présidente de la communauté de communes Saint-Pourçain-Sioule-Limagne. Quels sont aujourd'hui les blocages que vous observez sur le terrain pour mobiliser du foncier ? Bonjour à tous, mes collègues me font rire parce qu'ils disent qu'il y a du 100%, donc ça pourrait nous aider pour trouver des solutions parfois. Bonjour à tous, très heureuse d'être présente. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui vais trouver les solutions pour débloquer le foncier, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans ma commune de 5600 habitants, je pense qu'on a les contraintes des plus petits et aussi des plus grands. Les contraintes, elles sont à plusieurs effets. Quand vous avez la chance d'avoir une friche, c'est quand même les 12 travaux d'Astérix pour arriver à remettre aux normes. Nous, on a une ancienne friche industrielle en plein cœur de ville qu'on essaye de mettre de l'habitat. Et là, c'est tous les services de l'État qui me donnent une contrainte supplémentaire chaque jour que Dieu fait. Donc, personne ne peut m'autoriser à faire le projet, mais au moins un peut m'interdire de le faire. Donc, en ce moment, on est dans une concertation très compliqué, et d'autant plus compliqué que le préfet me dit, moi je peux passer au-dessus entre guillemets, mais il faut quand même être dans l'esprit de la loi. Donc je regarde notre parlementaire sans l'accuser, Constance, elle le sait bien, mais on a un vrai sujet de rédaction de la loi, ce qui est certain, parfois trop complexe et pas assez simple. Simple tout simplement pour dire que quelle que soit la taille de la commune, il faudrait qu'on ait une liberté d'action dans un champ, on prend ou non les outils, mais qu'on puisse se les approprier.
La deuxième chose, c'est une petite commune de centre-ville avec une vacance de logement qui est importante en cœur de ville, avec 13% de logements vacants qui se situent en cœur de ville. On est au-dessus des commerces, on est en périmètre ABF, vous en serez douté. Et donc aujourd'hui, c'est une lutte pour la déconstruction. Et c'est aussi toute cette question du ZAN qu'on a pu mettre en place, de la loi climat et résilience, de la loi industrie. En fait, on veut tous mieux consommer l'hectare. On veut tous faire mieux, végétaliser et bien vivre parce que c'est notre planète et puis parce qu'on a quand même tous en ambition de faire une politique d'aménagement du territoire. Et on peut se rendre compte, bonjour Monsieur le Ministre, on peut se rendre compte qu'en 10 ans, en fait, on a beaucoup fait de silos. Un jour, on parle d'industrie. Un jour, on parle d'écologie, un jour, on parle d'urbanisme, et jamais on a voulu se faire entrer les silos les uns dans les autres pour penser ce que nous pensons au quotidien, c'est-à-dire une politique d'aménagement du territoire. Et ce n'est pas un gros mot d'employer le mot politique, parce que si nous sommes élus, c'est qu'on a de l'ambition les uns et les autres dans nos communes pour faire un projet qui va au service de nos concitoyens. Donc c'est un petit peu tout ça qui va venir. Une autre problématique que nous, on peut avoir, elle est de deux ordres financiers. C'est que, en ruralité, un retour sur investissement pour investir dans le privé ou des bailleurs sociaux dans nos communes, c'est compliqué. Donc, ils ne retombent pas sur leurs pieds de manière assez vite. Donc, en fait, aujourd'hui, on n'est pas forcément toujours très intéressant ou très sexy, si vous me permettez, vis-à-vis des opérateurs. Donc, il faut avoir une idée à l'avance. Et en même temps, on a voulu faire en sorte que le foncier soit de plus en plus rare pour de bonnes raisons, mais nous n'avons pas pensé que les prix allaient de plus en plus augmenter. Donc, en fait, on a créé le système de la contrainte avant de créer les outils juridiques et surtout d'une fiscalité ouverte et incitative à changer complètement le modèle sur lequel nos piliers se sont mis en place les uns et les autres dans la manière de faire. Donc nous, à l'AMF, si vous me permettez, on a fait des propositions sur le logement. Thierry en parlera. On a fait des propositions sur le financement du ZAN et sur le ZAN où nous ne sommes pas encore arrivés assez loin. On attend beaucoup de la loi de simplification d'urbanisme, et on attend encore beaucoup de penser, j'ai envie de dire, la politique du logement et du foncier dans une politique globale d'aménagement où on laisse un vrai champ de liberté aux maires pour pouvoir faire que dans chaque territoire de France hexagonale et d'outre-mer, et on en parlera tout à l'heure, que l'on puisse avoir des outils adaptés. Je concluais notre dernier forum l'an dernier en disant que l'aménagement du territoire, c'était de la très haute couture. Je crois qu'on en est tous capables. Encore faut-il nous faire confiance et ouvrir les choses d'une manière très rapide. Donc voilà moi ce que je voulais dire que Ghana en ruralité, on a quand même toutes les contraintes, on a aussi des innovations, mais ça les collègues en parleront mieux pour s'approprier les outils, et donc je vais plutôt laisser la parole. Voilà. Merci beaucoup Madame Pouzadou. Donc blocage financier, regain des friches, attente du côté du Parlement, on va en parler dans un instant. Thierry Repentin, vous, maire de Chambéry, président de la communauté d'agglomération du Grand Chambéry, comment les communes aujourd'hui parviennent-elles à prendre en compte l'évolution des nouveaux enjeux urbains, climatiques, etc. Comme elles peuvent. Merci d'être si nombreux tôt le matin pour ce premier jour de notre congrès sur un sujet qui est au cœur effectivement de nos difficultés, sur des terrains qui sont substantiellement différents d'un territoire à l'autre, qu'on soit en terrain urbain ou rural, et pourtant on partage parfois les mêmes difficultés. Comme maire de Chambéry, je suis aussi président d'une agglo dans lequel il y a des villages de montagne de quelques centaines d'habitants, et souvent nous sommes à la recherche des mêmes solutions. Alors on nous demande quelques éléments par rapport aux enjeux sociaux, aux enjeux climatiques, aux enjeux d'aménagement de territoire vis-à-vis de la raréfaction foncière, du renchérissement des terrains, de l'application de la loi ZAN. Et donc, on essaye de s'adapter les uns les autres, tout simplement. Et en disant cela devant le ministre, je vais le mettre à l'aise en disant « Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle loi. Et nous n'attendons pas de loi, mais des améliorations d'outils existants. » J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Pourquoi ? Parce que des outils existent sur la raréfaction du foncier, sur la maîtrise que nous souhaitons garder de nos terrains. Nous, par exemple, à Chambéry, avons pris la décision sur les aménagements à vocation économique de ne plus vendre de terrain.
nous ne faisons plus depuis 4 ans que du bail à construction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la règle du jeu, elle est connue. La collectivité territoriale souhaite maîtriser à long terme, pour les générations d'élus qui vont nous succéder, la destination des sols. Et donc, nous ne faisons plus que du bail à construction entre 60 et 80 ans, suivant le montant des investissements qui sont faits par le porteur d'un projet. Nous intégrons aussi, parce que c'est une demande aujourd'hui de la population, notamment des générations montantes, la dimension environnementale, en intégrant par exemple dans le PLUHD des coefficients de pleine terre, c'est-à-dire des surfaces minimales qui ne peuvent plus être construites pour garder effectivement eh bien, des espaces arborés, des aménités extérieures qui font que le réchauffement climatique sera plus facile à admettre pour que nous ayons des villes durablement habitables. De la même façon, nous sommes sur la renaturation de la ville. C'est une dimension importante aujourd'hui de l'aménagement du territoire. Et puis aussi, il y a les enjeux sociaux. Il y a ce souci de nos habitants d'être plus acteurs de l'acte d'aménagement. Et nous, par exemple, faisons qu'il y a une discussion avec le voisinage avant le dépôt de permis de construire, porté par un promoteur, dès lors qu'il s'agit d'une construction de plusieurs logements. Donc avant même le dépôt de permis de construire, pour qu'il y ait une sorte de co-construction. Le logement vacant, c'est aussi un vrai enjeu. Le logement vacant qui existe, et pour qu'il n'y ait pas de nouveaux logements vacants. Le logement vacant qui existe, il y a des dispositifs qui existent avec, vous les connaissez, les OPA RU, des opérations de rénovation immobilière également, la taxe sur les logements vacants, qui est un outil aussi qui fait prendre conscience à des propriétaires de logements qu'ils ont intérêt, s'ils ne veulent pas payer cette taxe de logement, de remettre ces logements sur le marché. Ça vaut aussi bien pour les zones rurales que les zones urbaines. Pour cela, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il y a un outil qui existe aujourd'hui qu'il faut préserver, c'est le budget de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, qui accompagne les collectivités locales, car sans ces aides qui viennent de la puissance publique, nous ne remettrons pas des logements vacants sur le marché. Et par ailleurs, il y a des logements occupés qui ne le seront plus dans les années qui viennent, au regard de la réglementation qui interdit de vendre ou de louer des passoires thermiques. Alors, il faut évidemment se doter d'outils, les établissements publics fonciers locaux qui vous permettent d'avoir un outil avec une taxe spéciale d'équipement qui vient vous accompagner sur la préemption, si vous mettez le droit de préemption en place. Il faut simplement peut-être aussi là assouplir la possibilité pour des communes qui sont dans des EPCI qui n'ont pas effectivement été dans le PFL de pouvoir adhérer à titre individuel. Et puis, pour finir, quelques pistes de réflexion. Je dis bien pas de nouvelles lois, mais l'adaptation d'outils qui existent parfois, depuis le Grenelle de l'environnement, qui ont fait leur preuve d'efficacité, mais qu'il faut remettre au goût du jour. Sur les taxes d'aménagement, par exemple, il me semble qu'il y a matière à les faire évoluer. Elles sont aujourd'hui trop peu incitatives, notamment si on a un objectif dans notre pays de lutter contre les friches industrielles, les friches commerciales, les friches urbaines. Il faut que la taxe d'aménagement puisse être majorée plus facilement, car c'est plus coûteux, et chacun le sait, de reconstruire sur un endroit qui a déjà été construit. Il faut démolir, il faut dépolluer, il faut changer les réseaux. Et l'extension urbaine, elle est moins chère que la reconquête sur ce qui est déjà fait. Il faut sans doute un petit avantage fiscal aussi pour remettre des logements vacants sur le marché, parce qu'on n'attrapera pas les propriétaires privés qui ont délaissé des logements parfois pendant des décennies comme ça, si ils ne sont pas accompagnés par un crédit d'impôt, par exemple. Mais ça, je sais qu'on y travaille. Et puis, en ce qui nous concerne, nous, on serait prêts sur l'axe Annecy, Chambéry, Grenoble, qui est une zone un peu tendue, à un droit à l'expérimentation, où nous souhaiterions plafonner le prix des terrains constructibles par décision de la collectivité territoriale. Car il y a quand même un paradoxe dans notre pays, c'est que c'est la collectivité locale qui crée le prix du terrain à construire, la richesse. Nous faisons la richesse de propriétaires fonciers. Les plus-values vont essentiellement dans la poche des propriétaires fonciers lors de la vente, et la collectivité locale, aujourd'hui, se retrouve effectivement sans le sou, avec des dotations qui baissent. Il y a probablement là matière à travailler, et nous sommes prêts, nous, localement, en débat public, à indiquer pourquoi il faut
plafonner le prix des terrains à construire pour l'avenir si on veut que les générations futures puissent continuer à se loger dans les territoires qui sont tendus. Quelques pistes, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Repentin. Donc, plafonner les prix, l'idée est lancée. Pas de nouvelle loi, je pense que le message est passé également. Vous avez évoqué la notion de logement vacant. Alors, effectivement, logement vacant, on pourrait aussi penser à tous ces centres-bourgs qui, dans nos communes, aujourd'hui, se dépeuplent petit à petit. Constance de Pellichy, vous êtes députée du Loiret. Est-ce que, selon vous, nous sommes aujourd'hui dotés des bons outils juridiques pour éviter la vacance dans nos centres-bourgs en France? Merci Thierry. Monsieur le ministre, bonjour à tous. Alors pour sortir de la vacance, il faut un projet, il faut des sous et il faut des moyens. Bon, les sous, je mets ça de côté. J'ai été maire assez longtemps comme vous et on connaît tous le moment un peu particulier que traverse notre pays. Quels sont les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui pour sortir de la vacance? On a parfois le droit de préemption urbain. Je dis parfois parce que encore faut-il qu'il y ait une cession pour que la collectivité puisse préempter. Encore faut-il qu'on soit sur une collectivité qui peut préempter. Je pense qu'aux collectivités qui sont au RNU, elles n'ont pas le droit de préemption. Et aux collectivités qui ont des documents d'urbanisme, il faut qu'elles aient un projet préalable ou qu'elles soient dans une ORT. Donc on voit que le DPU, il est déjà très limité. On a l'expropriation, la déclaration d'utilité publique, mais encore faut-il avoir un projet d'utilité publique. C'est lourd, c'est long, c'est coûteux, ça prend des années et des années. On a parfois, pas pour tout le monde, la possibilité de recourir à un établissement de portage foncier. Quand on en a un sur son territoire qui marche bien, c'est un outil absolument génial. Et pour celles et ceux d'entre vous qui sont sur des départements couverts par un EPF, franchement, prenez contact avec lui, voyez ce que vous pouvez monter ensemble. Ils ont souvent des services d'ingénierie qui permettent de pousser les projets, de les faire vivre, de les envisager, mais ils ont aussi des moyens que nous n'avons pas en tant que collectivité. Le souci, c'est que tout le territoire national n'est pas couvert par un EPF. Et puis, Thierry Repentin en parlait, il y a les taxes sur les logements vacants, sur les friches commerciales, etc. Encore faut-il que la commune sache que ça existe et qu'elle ait actionné le dispositif. Bref, vous l'avez compris, pour moi, tout cela est très loin d'être suffisant et je pense que sans passer par une grande loi cadre, effectivement, par petites touches, on peut améliorer les outils existants. En premier lieu, moi je suggère fortement à notre ministre présent de faciliter la couverture nationale par les établissements de portage foncier. Il y a eu des initiatives législatives à l'Assemblée et au Sénat, il y a des choses qui sont en route. Je pense vraiment qu'il serait utile que le gouvernement soutienne ce type de dispositif et nous aide à faire en sorte que l'ensemble du territoire soit couvert d'une part, mais en plus on a des possibilités pour aller renforcer le financement des EPF et leur permettre de pouvoir être présents dans bien plus de projets qu'aujourd'hui. On a la question sur les taxes, logements vacants, friches commerciales. Moi j'ai envie d'ajouter friches industrielles dedans. Peut-être serait-il temps d'inverser la logique. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas de droit commun de taxer les friches? Il y a un cadre législatif, c'est temps, chaque fois que ça fait plus de 2 ans que ce n'est pas occupé. Charge à la commune, si elle le souhaite, de prendre une délibération pour qu'il n'y ait pas de taxes sur les logements vacants ou sur telle friche industrielle, etc. Quand on a une logique de territoire qui est différente. Mais d'inverser la tendance, ça ferait tellement moins d'administratif, de lourdeur, etc. à porter pour les élus, ce serait automatique. Et j'ai même envie de vous proposer qu'on alourdisse la taxe, qu'on la majore quand on est dans le cadre de multipropriétaires. Parce que je pense qu'à La Ferté-Saint-Aubin, la commune dont j'ai été élue, c'est probablement la même chose chez chacun d'entre vous. C'est 1, 2, 3 propriétaires,
qui sont propriétaires de 2, 3, 4, 5, parfois 10 bâtiments laissés en friche parce qu'ils sont partis faire autre chose ailleurs, parce qu'il y a une indivision bloquée, etc. Eh bien, majorons, quand il y a plus de 3 bâtiments, majorons et poussons-les à vendre. On voit l'effet de levier qu'on peut avoir, hein. Quand elle est mise en place, probablement que chez certains d'entre vous, on a pu voir que ça avait déclenché une session et que ça avait permis de lancer un projet et d'aller un petit peu plus loin. Ça me fait dire que globalement, il va falloir qu'on envisage peut-être de lancer une réflexion sur le sacro-saint droit de la propriété français. Oui, vaste sujet, n'est-ce pas? On sait qu'on a de la jurisprudence constitutionnelle là-dessus, etc. Mais si on arrivait déjà à passer de 30 ans à 10 ans pour pouvoir lancer une procédure de bien sans maître, vous imaginez 30 ans que le bien il est abandonné sur la commune. Il faut attendre 30 ans de friche au cœur de la commune pour avoir le droit de lancer une procédure. Peut-être que de passer à 10 ans, au moins on pourrait sortir quelques projets plus facilement. Et puis pareil pour l'indivision, vous le savez, monsieur le ministre, vous étiez présent dans l'hémicycle lorsque le projet de loi la proposition de loi est passée. On a adopté une proposition de loi pour faciliter la sortie de l'indivision. Vous l'avez inscrite au Sénat pour le 18 décembre. Je pense qu'il faut vraiment faire en sorte qu'on facilite et qu'on aille au bout de ce texte, qu'on facilite vraiment la sortie de l'indivision. C'est un mal français qui est responsable de beaucoup de vacances dans nos cœurs de bourg. Dernier élément, et puis je vous recéderai la parole. Thierry Repentin en parlait, rendre plus attractif la sortie de la vacance. Dans beaucoup de territoires détendus, réhabiliter de la vacance coûte beaucoup trop cher par rapport à construire à l'extérieur. Il y a un enjeu de compétitivité de la réhabilitation. Alors là, on est spécifiquement sur la question de la vacance, mais on a poussé, le gouvernement nous a demandé de retirer l'amendement, mais voilà, j'ai des contacts avec un certain nombre de vos collègues. Je plaide vraiment pour la création d'un crédit d'impôt très large, généreux, presque universel sur la sortie de la vacance. 25% dans la limite de 150 000 € sur 5 ans. On a estimé que ça nous coûterait 20 millions d'euros la première année, à peu près 170 la dernière année. Ça fait en gros 440 millions d'euros sur 5 ans pour sortir de la vacance 110 000 logements en France. L'enjeu, il est considérable. 110 000 logements. On ne parle pas que du ZAN. On parle de la capacité de nos cœurs de ville et de nos cœurs de bourg à rester vivants, à cesser la désertification. C'est ça le sujet. Et sans argent public, on ne rééquilibrera jamais l'écart entre la construction à l'extérieur et la réhabilitation. 25% de crédit d'impôt, qu'on soit propriétaire occupant, propriétaire bailleur, quel que soit le niveau de ressources, il faut rendre attractif ce potentiel, ce gisement monumental qu'est la vacance dans les logements. Voilà, je m'arrête là, c'est quelques propositions et puis on travaille de toute façon en lien étroit avec l'AMF. Il y a beaucoup des propositions de Thierry Repentin à l'instant qui ont été déposées dans le PLF. On verra jusqu'où on arrive à aller dans ce projet de loi de finances 2026. Merci Madame de Pellichy. Alors, DPU, expropriation, taxe sur les logements vacants, avez-vous évoqué? Inverser la tendance, on va retenir aussi la formule, mais également la question du droit de propriété. Qui dit droit de propriété, effectivement, fait penser aux notaires. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Michel Ronet, notaire, membre du conseil scientifique du GRIDO. Bonjour maître, soyez la bienvenue. Quels sont, selon vous, les nouveaux mécanismes, les nouveaux outils que nos communes parviennent, ou pas d'ailleurs, à mettre en œuvre pour répondre à ces questions? Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, comme on l'a beaucoup dit, le foncier est rare, le foncier est précieux et en fait, le foncier, c'est notre bien commun à tous. Et donc, on a besoin de le gouverner de bonne manière. Et donc, en fait, ce qu'on constate, c'est que sur cette question-là, de plus en plus, il y a une prise de conscience des collectivités publiques sur cette question. Et on commence à voir le développement de plus en plus important de l'utilisation d'outils de démembrement de propriété, de baux constitutifs de droits réels, comme l'a très bien expliqué Monsieur Repentin.
Et en fait, ces contrats constitutifs de droit réel, qui sont donc des outils juridiques bien connus et qui sont de vieux outils qu'on a à la fois sur votre domaine public ou sur votre domaine privé. Donc sur votre domaine public, vous avez les BEA, les AOT, mais aussi sur le domaine privé, vous avez les baux amphithéotiques, les baux à construction, baux amphithéotiques, hein, qui sont des contrats qui datent de l'Antiquité et qui ont après été beaucoup développés au XIXe siècle, ou les baux à construction qui datent des années 60. En fait, ce sont des contrats tout à fait intéressants qui permettent, dans le temps, de maîtriser le foncier et en fait de gouverner de bonne manière le foncier. Et en fait, on va se rendre compte que cette question de l'utilisation des droits réels va permettre de répondre à plusieurs grands objectifs de politique publique importantes. Déjà, on va dire depuis les années 2000, la question des démembrements de propriété pour gérer la question du logement est de plus en plus importante. Hein. Ça a permis de traiter la question de l'accessibilité au logement, ça a permis de rendre le logement abordable. Et on a vu que soit le législateur est intervenu en créant des outils ad hoc de démembrement de propriété, avec sûrement, vous en avez entendu parler, le BRS, le bail réel solidaire. Mais on a vu aussi un certain nombre de collectivités s'approprier ces outils, des outils classiques à droit constant pour rendre le logement accessible sur leur territoire. Donc ça, c'est première grande thématique, rendre le logement abordable. Deuxième grande thématique, c'est la question du foncier économique, c'est-à-dire développer une politique économique sur son territoire. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui dans le cadre d'une politique de réindustrialisation du pays. Et en fait, ce qui est extrêmement important intéressant dans le cadre d'utilisation de ces droits, c'est que ça permet de contrôler ce qui va se passer dans le temps. C'est-à-dire ça permet de récupérer le foncier si l'entreprise s'en va. Ça permet aussi de gérer les questions de souveraineté. On sait très bien aujourd'hui que sur un certain nombre d'entreprises et d'industries, la question de la souveraineté est fondamentale. Quand on voit le développement des data centers sur notre territoire, c'est un sujet extrêmement important. Donc vous voyez, outils de maîtrise, outils de souveraineté. Autre élément important, c'est que l'utilisation de ces outils de démembrement de propriété sont aussi des outils extrêmement intéressants en matière environnementale, parce que ça permet la régénération du foncier. Vous voyez bien que quand on a passé des années à vendre, à mettre en copropriété des espaces, eh bien, quand ces propriétés deviennent des friches, il est quasiment impossible, sauf à utiliser le droit de préemption si on peut, sauf à exproprier si on peut. En fait, il est impossible de récupérer ce foncier. Si on avait procédé par démembrement de propriété, en fait, on récupère le foncier et on peut régénérer ce foncier. Et on voit que aujourd'hui, comme on est finalement dans un urbanisme, dans un aménagement de la transformation, il est fondamental de maîtriser ce territoire et ce foncier. Et il est d'autant plus fondamental, je pense, d'utiliser et d'apprendre à utiliser, et donc d'utiliser vos notaires aussi pour ce faire, des outils de démembrement de propriété, baux amphithéotiques, baux à construction, qui sont des outils très classiques. Alors probablement, il serait intéressant de les nettoyer, puisque c'est des outils qui datent de, on va dire, fin 19e, début des post-après-guerre, et donc qui ne sont pas totalement adaptés, on va dire, à l'urbanisme de la transformation actuelle. Et donc, il y a des propositions, monsieur le ministre, qui circulent sur ces questions-là pour faciliter justement l'utilisation de ces outils. Mais je pense très profondément qu'il faut que les élus se saisissent des outils, parce que la maîtrise de son territoire, la maîtrise de son foncier dans le temps est totalement fondamentale. Merci, maître, pour le respect de ce temps imparti parfait. Nous sommes donc dans un aménagement de la transformation, avez-vous dit, de même que l'on entend souvent que la loi ZAN et autres nous obligent aujourd'hui finalement à construire peut-être pas forcément moins, mais construire autrement, tout du moins. Monsieur le ministre, qui a eu la gentillesse de nous rejoindre, soyez le bienvenu. Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement. Que vous inspirent ces premiers constats et éventuellement quels sont les souhaits du gouvernement en ce domaine? Peut-être pourrons-nous en savoir un petit peu plus. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous ce matin. D'abord parce que quand on a été maire comme moi pendant longtemps, eh ben on est très heureux de revenir au congrès de l'AMF et je salue tous les collègues ici présents. Très heureux aussi parce que vous ouvrez un débat qui ne fait quasiment jamais la une des journaux télévisés, qu'on retrouve bien peu souvent dans la presse et qui pourtant est absolument fondamental quand on veut parler de logement, mais aussi d'aménagement, de transformation de nos villes, comme l'ont très bien dit tous les intervenants qui se sont succédés. Et puis, je suis aussi très heureux parce qu'en quelques minutes, on a déjà pris plein de bonnes idées. Merci, chère Constance. Merci, cher Thierry, pour toutes ces bonnes idées qui émergent et qui montrent qu'en réalité, on est loin d'avoir tout essayé sur la question du foncier. Je dirais même qu'on est au tout début de l'aventure. On commence seulement finalement à le penser. Et vous le disiez, maître, il y a déjà des outils. Parfois, ils sont méconnus et on voit qu'on doit aller beaucoup plus loin quand on parle du foncier. Parce qu'au fond, le foncier, c'est la mère des batailles. Et bien sûr que dans la lettre de mission que m'a confiée le Premier ministre, qui consistait à faire un plan d'urgence pour relancer le logement, eh bien, on a attaqué avec la première matière qui se présentait devant nous, c'est-à-dire le budget, c'est-à-dire avec des avantages fiscaux pour que les petits propriétaires qui ont aujourd'hui un bas de laine en banque puissent réinvestir dans la pierre pour qu'on relance la machine. C'est d'autant plus important que si on ne relance pas le privé, on ne boucle pas nos opérations de logements sociaux. Et il y a une symbiose aujourd'hui. Et vous avez vu aussi que les logements sociaux ont sauvé le logement privé pendant cette crise. Donc tout ça est fondamental. Et on se bat actuellement dans le cadre du PLF, et je remercie les parlementaires aguerris qui passent du temps à faire avancer la cause pour qu'on ait un premier électrochoc. Mais on parle bien d'urgence là. On parle bien d'essayer de relancer la machine et effectivement relancer la construction de logements en France. Mais on pourra mettre tous les dispositifs du monde, s'il n'y a plus de foncier pour construire les logements, eh bien évidemment on voit bien qu'on n'a pas de solution à long terme. Et donc c'est pour ça que ce débat qu'on a ce matin, il est essentiel. Il faut qu'on puisse avoir des outils mis à disposition des maires, parce que par contre j'ai une conviction, et c'est là aussi l'ancien maire qui parle, il faut que cette politique de la gestion, de la maîtrise du foncier, elle soit au plus près du terrain, et donc entre les mains des maires, s'ils le souhaitent, entre les mains des agglos quand c'est pertinent, mais revenir à l'échelon municipal à chaque fois que possible. Vous me permettez une petite parenthèse. Vous savez que le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a aussi une ambition, c'est de porter un texte de clarification, décentralisation dès le mois de janvier, si le gouvernement est encore là au mois de janvier. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que là aussi, on clarifie les responsabilités des uns et des autres et qu'on redonne un maximum de pouvoir à l'échelon local, non pas en redonnant tout forcément au maire, mais plutôt en disant le département s'occupe de ça, la région s'occupe de ça, le maire s'occupe de ça, et à mes yeux, le plus important, le préfet s'occupe de tel et tel dispositif, et surtout, et c'est une des propositions que je porte moi au sein du gouvernement, qu'on sache précisément quand l'État s'engage qu'il parle d'une seule voix. Je ne sais pas si vous l'avez vécu dans votre expérience de maire, mais je me souviens d'avoir eu autour de la table le préfet qui disait blanc, la MRAE qui disait vert, la DRIL qui disait rouge, l'architecte des bâtiments de France qui disait jaune, et vous aviez l'État polycéphale qui n'était pas capable de parler d'une seule voix. Si on veut faciliter la vie des maires, si on veut faciliter la vie des porteurs de projets pour que demain on puisse faire avancer des dossiers, à un moment donné, il faut que l'État puisse s'exprimer de manière très claire. Donc ça fera partie des enjeux sur lesquels on travaillera. Si je reviens à la question du foncier, il faut qu'on puisse doter les maires d'outils qui leur simplifient la vie, notamment pour aller récupérer, Constance de Pellichy le disait très bien, les fonciers disponibles. Parce que, et je partage le souci de frugalité foncière, c'est-à-dire que la loi ZAN, c'est pas mon domaine, donc j'évite de me prononcer dessus, mais on sent qu'il y a besoin d'assouplir à certains endroits, mais l'objectif de frugalité foncière, il faut qu'on puisse le maîtriser parce qu'au fond, c'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de nos territoires qui est en jeu. Et donc ça nous oblige évidemment à réinventer notre regard sur un certain nombre de territoires. C'est vrai des délaissés, c'est vrai des logements vacants, c'est vrai des friches, qu'elles soient commerciales ou industrielles. C'est très juste et j'ai bien noté l'idée de travailler à une logique différente aujourd'hui là-dessus. Et même s'il n'y a pas besoin de grandes lois, cher Thierry, qu'à minima, on puisse
venir modifier avec les parlementaires un certain nombre de dispositifs pour qu'on puisse avancer là-dessus. Des outils. Ces outils, la méthode, elle sera simple. Concerter, concerter, concerter pour que ce soit l'échelon local, c'est-à-dire les maires, les agglos, qui puissent nous faire remonter les meilleures pratiques. Ensuite, des outils, je le disais, l'État qui parle d'une seule voix, c'est-à-dire le chef de file qui dit clairement les choses, des guichets uniques qui permettent aussi à tous les porteurs de projets d'avancer. Et puis, ça c'est un rêve que je caresse, qui devra passer par la loi. Mais ce qui est terrible en tant que maire, c'est que vous faites campagne, vous annoncez des dispositifs, et puis au mieux, il faut 2 mandats pour les réaliser. Et donc, je serais très attaché à un choc de simplification pour faire en sorte qu'on puisse demain faire campagne, s'engager auprès de ses citoyens, et si on a un peu de chance, terminer au moins à l'échelle de son mandat le projet. Moi, j'ai porté un projet de cœur de ville. 12 ans plus tard, il n'est toujours pas sorti de terre parce que j'ai eu des recours, bien souvent abusifs, parce que le temps d'avoir les autorisations des 12 représentants de l'État ont perdu du temps, etc., etc. Donc ce choc de simplification, il est fondamental. On va essayer d'y travailler dans différents textes qui arrivent, mais ça veut dire aussi tout simplement qu'on doit s'inspirer de ce que notre pays a été glorieusement capable de faire, Notre-Dame et les Jeux Olympiques. Moi, je rêve des Jeux Olympiques du logement. Je rêve des Jeux Olympiques de l'aménagement du territoire. Je rêve du Notre-Dame de l'urbanisme. Qu'on soit capable, encore une fois, en préservant les droits de chacun. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais vous l'avez vu, sur les Jeux Olympiques, on n'a pas fait n'importe quoi. Et les représentants des territoires qui ont vu se construire des objets, équipements publics ou des logements liés aux Jeux Olympiques, aujourd'hui, ils sont très heureux de cet héritage. On n'a pas fait n'importe quoi. Vite ne veut pas dire bâclé. Et donc, moi, je suis persuadé, et je crois vraiment qu'il y a à l'Assemblée et au Sénat une majorité pour rendre de l'oxygène au monde de l'aménagement, de la création du logement. Et donc, vous me permettrez, rendre de l'oxygène aux maires. Combien d'heures on passe dans des réunions techniques, juridiques, et même si on aime beaucoup les notaires, maître, à un moment donné, on a surtout envie d'être sur le terrain et surtout d'inaugurer des objets, pas pour le plaisir de couper le ruban, même si c'est toujours sympa, mais parce que ça répond à des préoccupations de nos habitants. Et c'est ça qui est fondamental à mes yeux, c'est qu'on puisse avancer. D'autant que la crise du logement est majeure, d'autant qu'il va falloir qu'on avance. Je ne veux pas être trop long parce que je crois qu'on a la possibilité d'avoir un échange avec la salle, mais peut-être juste pour vous dire, sur les outils fonciers, il y a cette idée de capter, ça a été un peu évoqué, on pourra y revenir, mais il y a aussi l'idée de pouvoir peut-être construire différemment dessus. Je discutais avec des élus du Morbihan qui sont en train d'innover, solution qui évidemment ne s'applique pas du tout sur tout le territoire, mais qui parfois peut être intéressante pour loger les saisonniers, des tiny house sur des terres qui sinon sont des champs et qui pourraient être des terres agricoles. Il est hors de question de venir bétonner des terres agricoles, c'est pas le sujet. Mais eux, ils ont envie, dans la période chaude, quand être dans une tiny house, c'est très sympa, vous savez, ces petites maisons là qui font quelques dizaines de mètres carrés, bah, faire venir des étudiants pour bosser pour la forte saison, eux, ça les intéresse. Eh bien, il faut qu'on donne l'initiative et laisser la liberté d'innovation. Il ne s'agit certainement pas de généraliser tout ça. Mais là où il y a une envie, il y a une appétence, pourquoi pas? Vous avez des zones où on est dans le build in my backyard, pardon pour le bon français. Vous savez, on ne veut jamais de centrale nucléaire chez soi, hein, c'est not in my backyard, pas dans mon jardin. Bah, des élus locaux ont inventé le construire dans mon jardin, c'est-à-dire aller faire de la micro-densité dans des tissus pavillonnaires parce qu'on va transformer un garage qui ne sert plus en logement, etc. Il est évident que ça doit être sous le contrôle des maires, ça ne doit pas se faire de manière sauvage, mais là aussi, s'il y a des élus locaux qui ont envie d'innover sur ces sujets-là, eh bien, je pense qu'il faut donner de la liberté pour qu'on avance, et c'est aussi une façon de valoriser pour un certain nombre de nos concitoyens leurs parcelles, etc. Bref, il y a plein d'outils, on pourrait être plus long, mais qui sont à regarder de très près. Et peut-être pour terminer et vous dire qu'au-delà du plan d'urgence, moi je souhaite qu'on porte collectivement, et j'insiste sur le collectivement, un grand plan logement, parce que nos concitoyens aujourd'hui sont soit pas logés du tout, soit très mal logés. Et on a un problème sur la question du logement et de l'habitat aujourd'hui. En tant que ministre du Logement et de la Ville, c'est ma principale préoccupation.
Mais je crois qu'on peut porter ensemble un plan logement qui n'est pas forcément un projet de loi logement, mais qui est un volet où on se met tous autour de la table et on dit voilà toutes les mesures réglementaires qui n'ont pas besoin de passer par la loi, mais qui font consensus. Voilà les quelques projets de loi qui, parce que des parlementaires ont déjà fait avancer des propositions de loi qui sont parfois déjà passées au Sénat ou déjà passées à l'Assemblée, il manque juste 1 ou 2 étapes pour aller au bout du processus, et bien qu'on puisse mettre tout ça ensemble et qu'on se dise voilà, si on met tout ça sur la table, collectivités locales, parlementaires et gouvernement, alors on peut apporter des solutions à des Français qui, légitimement, ne comprennent pas pourquoi on ne fait rien pour les aider à mieux se loger. C'est l'ambition que je porte modestement. Et en tout cas, soyez assurés qu'au gouvernement, vous avez des gens qui, s'ils n'ont plus le droit d'être maire, en tout cas, garderont le mandat de maire bien chevillé au cœur et au corps. Et donc, vous êtes représentés, soyez-en sûrs, à tous les niveaux. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Alors effectivement, on a un petit peu de temps pour un moment d'échange avant d'aborder la deuxième séquence plutôt consacrée aux solutions et aux outils. Je pense qu'un micro doit circuler ou va circuler dans la salle. Y a-t-il des interventions? Monsieur à gauche. Juste à ma gauche. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Présentez-vous en quelques mots simplement. Oui, quelques mots monsieur, la conseiller municipal délégué, commune du Val, Centre-Var, 4500 habitants, contexte rural. Je voulais juste faire une petite remontée de témoignages concernant l'application du ZAN. Témoignage qui fait suite à l'intervention de notre maire l'année dernière au Salon des maires justement. À cette époque, la commune venait de terminer la révision de son PLU qui avait intégré les objectifs de la trajectoire ZAN. On était très fiers de notre travail, travail de très haute couture effectivement, beaucoup de réflexion, la contrainte oblige à l'inventivité. Donc les maires ici présents savent que approuver le TLU, c'est ouvrir la période des contentieux. On est toujours dans cette phase de contentieux. Alors chez nous, le contentieux porte sur 3 hectares qui ont été fermés donc à l'urbanisation, qui sont actuellement des terrains en vigne. 3 hectares, c'est pas énorme, mais c'est gros comparé aux 20 hectares de consommation d'espace potentiel sur la période 2021-2031. Si le juge, finalement, désavoue la commune et laisse ces hectares ouverts à la construction, c'est tout notre travail, toute la réflexion des élus, toute cette finesse et ce projet politique d'aménagement du territoire qui est mis à mal. Alors, les outils existent, on s'en est servi. Comment est-ce qu'on assure l'articulation avec une décision judiciaire qui est là, qui sort complètement du cadre politique? Monsieur le ministre, vous souhaitez répondre? Il ne m'appartient pas complètement de me prononcer sur les enjeux juridiques. Première petite chose, c'est ma collègue Françoise Gattel qui est en charge des questions d'aménagement du territoire et du ZAN. Donc je ne souhaite pas m'exprimer, c'est à elle évidemment d'avoir la position du gouvernement. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que dans le cadre de la loi décentralisation, si on fait redescendre la question du logement et de l'habitat à une granulométrie plus fine, à minima à une échelle départementale pour des sujets stratégiques comme les sujets d'aménagement, peut-être que justement il pourra y avoir une souplesse, mais là vous me permettez d'être au conditionnel et dans l'hypothèse, mais il pourrait y avoir du sens. Moi je suis élu francilien, je suis conseiller régional encore d'Île-de-France. On a des endroits où on voit bien qu'il y a une entreprise qui dit ah ben moi je vois que vous avez encore une pastille là dans le ZAN, je suis prêt à venir m'installer. Par contre, je rentre bien dans la pastille en tant qu'entreprise. Par contre, il faut des logements pour loger mes salariés. Et puis mes salariés, ils vont vouloir une école et ils vont vouloir un gymnase. Et là, en fait, la commune est coincée et il n'y a pas un autre endroit du territoire où on trouve la bonne pastille pour mettre tout ça. Et donc peut-être, mais là, c'est vraiment, vous me permettrez, je vois la presse présente, de ne pas me citer comme étant dans la proposition, mais j'entends parfois sur le terrain cette réflexion qui consisterait à dire, en fait, parfois il y a une commune, elle n'a pas besoin de consommer sa pastille en année N, donc entre guillemets, on pourrait y avoir une sorte de mutualisation à l'échelle départementale pour faire venir la fameuse entreprise, pour faire venir l'école qui va à côté, pour faire venir les équipements publics, et puis dans quelques années, hop, on remutualise à un autre endroit, et finalement, on crée un peu de souplesse. On garde l'ambition de frugalité foncière, mais on crée quelque chose de pragmatique qui permet d'avancer. C'est important parce que je crois que c'est le président de la région Normandie, Hervé Morin, qui avait dit c'est bien, dans la loi ZAN, on a mis 1 hectare par commune pour compenser au cas où. Et il m'a dit, vous me direz de quelle zone d'Île-de-France j'ai le droit de manger. Alors les gens lui ont dit, qu'est-ce que vous racontez?
Bah oui, si vous multipliez le nombre de communes normandes par 1 hectare, c'est plus grand que la Normandie. Quand je vous raconte ça, c'est pour dire que ça serait pas mal qu'on se repenche collectivement et intelligemment sur ce type de dispositif. Et les sénateurs sont déjà sur le coup avec la loi Trace. Donc elle sera prochainement débattue et je pense qu'il ne faut pas hésiter en tant qu'élus locaux, en tant que maire, d'aller aussi soutenir le débat parlementaire. Et je pense qu'en plus, on est vraiment sur des sujets qui sont totalement transpartisans. Ce n'est pas un sujet là, de droite, de gauche ou d'ailleurs. C'est un sujet de comment on permet à nos centres-villes de survivre et nos centres-bourgs notamment, on en a parlé. Merci. Une deuxième intervention, je voyais dans la salle. Monsieur. Oui, bonjour, Gérard Larrivé, conseiller délégué dans une commune du Vaucluse, très touristique, Loris, 4000 habitants. Notre problématique, elle n'est pas tellement elle n'est pas seulement celle des logements vacants, pardon. Elle est sur ce qu'on pourrait qualifier d'asphyxie des logements vacants par des logements qui sont réhabilités par les propriétaires pour en faire des locations saisonnières. Et du coup, on ne maîtrise plus du tout notre foncier et on est complètement pénalisé sur le plan de nos capacités à construire des logements sociaux. Le Airbnb, monsieur le ministre, c'est quelque chose qui vous préoccupe aussi? Moi, j'essaye toujours de rentrer dans un sujet sans dogmatisme et avec le maximum de pragmatisme. La question des meublés touristiques, donc c'est des meublés de très courte durée, elle est vitale dans certains territoires. Vous avez, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'élus de montagne ici, mais en tout cas des parlementaires qui sont élus de montagne qui nous disent attention, vous avez des chalets de montagne qui sont des meublés touristiques. Si vous pensez qu'en les surtaxant, un jour on y mettra une famille pour la longue durée, alors qu'il n'y a pas d'école, alors qu'il n'y a pas d'équipement, il n'y a même pas la route, etc., vous faites fausse route. Donc attention à ne pas être dans le dogmatisme. D'un autre côté, j'étais maire et on a vu des zones pavillonnaires où il y avait où le Airbnb et le meublé touristique venaient poser énormément de problèmes avec des locations pour des fêtes qui n'étaient pas du tout adaptées au quartier, avec des flux de va-et-vient de touristes, c'était pas du tout adapté. Et donc là encore, moi j'ai envie de me ranger à la sagesse des élus locaux qui peuvent adapter leur politique en fonction du territoire. Et c'est là où il faut qu'on se dote d'outils. Et là, peut-être qu'il faudra encore passer par la loi pour avoir des élus locaux qui puissent, encore une fois, maîtriser, parce qu'à certains endroits, ça peut être profitable d'avoir du meublé touristique qui vient s'installer, et à d'autres, c'est trop, il faut réguler. Donc moi, j'accompagnerai volontiers tout ce qui donnera plus d'outils aux maires pour avoir un pilotage fin de sa politique en matière de gestion de ce qu'on appelle Airbnb, mais il ne faut pas stigmatiser Airbnb en tant que tel, c'est les meublés touristiques de ce point de vue-là. Merci. Une dernière question avant d'aborder la seconde séquence et on remettra un temps de questions encore après. Ouais, Madame, au fond à gauche. Oui, bonjour. Je suis donc Katie Laurent, conseillère municipale dans la ville de Ducos, en Martinique. Et donc, nous, on est plutôt sur une petitesse de territoire puisqu'on a 37 km² environ sur notre commune. Et le premier souci que l'on a, c'est qu'au départ, historiquement parlant, dans ce genre de ville, on a un passé rural. On a un certain nombre de propriétaires qui ont été confrontés à des terrains qui étaient autrefois agricoles et qui aujourd'hui sont devenus constructibles. Sauf que certains administrés n'étaient absolument pas au courant. Et il n'est pas rare de voir des recours ou de recevoir des familles qui se retrouvent avec des 450, 700 000 euros de droits de succession, puisqu'ils n'ont pas su, parce que les parents sont décédés. Ils avaient parfois un logement ou d'autres fois non, puisqu'on a aussi ce souci juridique sur des terrains agricoles non constructibles. Mais après, ils font une réhabilitation. Donc on a des personnes qui ne sont pas en état de payer. Et ne serait-ce que faire le découpage, donc les divisions parcellaires, c'est extrêmement coûteux. Et donc le souci, c'est la confrontation entre le droit public et le droit privé. Et parfois, on ne sait pas quoi leur donner comme réponse, puisqu'on est vraiment des élus de proximité, vu la petitesse du territoire. Et ça, c'est une question à laquelle il faudrait aussi réfléchir. Donc comment associer droits de succession payés par des familles qui souhaitent quand même garder un petit peu d'espace et en même temps le droit public. Donc voilà. Merci pour votre question. Alors d'abord, quand vous dites petite commune à 37 km²,
Moi, j'étais maire d'une ville de 33 000 habitants, 4 km². Donc d'un coup, c'est immense pour moi, votre ville. Je prends votre point. J'aurais des difficultés à vous répondre là tout de suite parce que, effectivement, c'est probablement un cas particulier. Peut-être que notre notaire ici présente aurait plus de facilité à répondre, mais en tout cas, il faut qu'on regarde. Si vous le souhaitez, j'ai quelques équipes ici. On peut prendre vos coordonnées pour voir ce qui pourrait être intéressant d'apporter comme réponse. Peut-être, puisque c'était la dernière question, je crois, vous dire que ça va bouger beaucoup au Parlement et à l'Assemblée. Et comme c'est un tout petit peu le bazar, j'en ai bien conscience, c'est pas simple de suivre ce qui sort vraiment. Il y a eu tout récemment une proposition de loi qui simplifie énormément l'urbanisme, la PPL UART. Cette PPL, elle est hyper importante. Mais entre ce qui a été voté à l'Assemblée, au Sénat, ce qui est actuellement en train d'être biffé par le Conseil constitutionnel, etc., à la fin, on ne sait jamais vraiment ce qui en ressort. Et c'est compliqué, surtout quand on est dans des collectivités où on n'a pas beaucoup d'agents et de personnel, de suivre réellement ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai demandé au ministère de la Ville et du Logement, via ses différentes directions, de renforcer des outils qui existent déjà. Mais je suis sûr que si je vous demande qu'est-ce que c'est que Idealco, à savoir le portail d'information pour tous les services d'urbanisme de France, voilà, sondage, personne n'en a jamais entendu parler. Pourtant, dessus, il y a des super contenus, il y a les dernières règles du droit, dernières règles de l'urbanisme, etc. C'est donc un scandale que personne ne le sache, mais on va faire du bruit là-dessus, et notamment avec une idée simple, c'est que les services du ministère de la Ville et du Logement puissent vraiment être dans le aller vers, c'est-à-dire contact par courrier, par mail, vos différents services, pour qu'on puisse vous informer en temps réel de ce qui a changé dans le droit, parce que ça va bouger un peu tous les jours en réalité, et c'est fondamental. Donc n'hésitez pas à dire à vos équipes qu'il existe des plateformes sur lesquelles on s'informe, et puis en plus c'est des formations qui sont maintenant très modernes, avec à la fois des petits livrets très bien faits, mais aussi des petites vidéos très pédagogiques pour informer. Et on va aller encore plus loin dans les prochains jours, prochains mois. Donc n'hésitez pas à aller vous saisir de ces outils. Ils ont même été, c'est vous dire, jusqu'à créer une radio et des podcasts. Donc en fait, la matière, elle est là. C'est juste qu'ils ont juste oublié d'aller dire aux maires que ça existait. C'est un petit peu embêtant. Mais comptez sur nous pour réagir ça. Et en tout cas, je veux dire à tous ceux qui sont intervenus juste avant moi que j'ai bien pris note de ce qui a été dit, que ce soit sur les budgets de l'ANA qui sont très importants, que ce soit sur les logements vacants, que ce soit sur un certain nombre de propos, et notamment le bail à construire. Il faut qu'on avance sur tous ces sujets. La porte du ministère, elle est grande ouverte aux élus locaux. Donc n'hésitez pas, si vous avez des choses à faire remonter, des exemples concrets sur lesquels on peut avancer. Je me suis évidemment à votre service. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Ministre, encore une fois. Merci à vous. Madame Pouzadou, je voyais qui voulait intervenir. Non, mais juste avant de passer la parole aux collègues sur la deuxième table ronde de cette séquence, on l'avait fait remonter l'an dernier, on y travaille encore, et c'est ce que les collègues ont dit, c'est qu'aujourd'hui, on veut bien avoir cette dentelle de choisir son aménagement de territoire et en cadastrant nos parcelles en zone U, en zone N, en zone UA, tout ce qu'on veut. Mais on a vraiment besoin de travailler ensemble sur la sécurité juridique, parce que derrière, on s'attache à la propriété d'un bien, à la valeur, et ce que nos concitoyens et concitoyennes passent à leurs héritiers. Et aujourd'hui, on est dans une incertitude complètement juridique qui va arriver d'année en année, parce qu'on va faire vivre nos cartes communales, nos PLU, où la valeur du foncier qu'on a eu pendant 20 ans n'est plus la même. Et ça, il faut vraiment qu'on se dote d'outils ensemble, et on a des propositions qu'il faut qu'on travaille pour que le maire ne soit pas en recours 5-10 ans après, parce que la valeur change. Et ça, voilà, on y travaille, et c'est bien compris. Voilà. Merci Madame Pouzadou. Alors je vois le temps, merci encore Monsieur le Ministre. Deuxième séquence, cette fois-ci consacrée aux outils au service donc de nos stratégies locales. Pour en parler avec un angle de terrain, 4 intervenants, Catherine Lhéritier, Sylvain Robert, Aurélie Mézières et Moïse Edwin. Catherine Lhéritier, pour commencer, vous êtes maire de Valloires-sur-Cisse, je le rappelle. On pense parfois des outils qui nous parlent, on parle de CAUE, on parle des établissements publics fonciers.
Quel est votre regard sur ces outils et comment ces structures peuvent aujourd'hui aider les communes? Alors, on a bien entendu l'annonce sur la connaissance nécessaire d'Idealco. Simplement, ce qu'on sait tous aussi, c'est qu'on n'a pas forcément l'ingénierie dans nos communes, notamment les petites communes rurales, et qu'on a besoin d'accompagnement. Hein, vous avez fort bien positionné les questions qui se posent à nous dans les communes, c'est-à-dire, alors le ZAN, ça peut être une opportunité, ça peut être une contrainte, il n'en reste pas moins que si on veut produire du logement, on ne peut pas étendre nos communes, donc il faut trouver d'autres solutions. Pour ce qui me concerne, moi j'ai une commune qui est sous l'emprise de 4 risques naturels, dont le risque inondation très fort, et puis j'ai pas de foncier du tout. Donc je fais comment pour dégager quand même des possibilités de développer la commune, de produire du logement, si ce n'est en essayant notamment de mettre en œuvre le droit de préemption. Et puis, comment dire, on a aussi besoin dans les communes de pouvoir élaborer un projet plus global d'aménagement. On a des opportunités de temps en temps, mais je pense qu'elles doivent s'inscrire dans un projet global. Alors pour ça, notamment pour les communes qui n'ont pas cette capacité d'ingénierie en interne, on a besoin d'outils. On a parlé tout à l'heure des établissements publics fonciers. Constance de Pellichy a évoqué la couverture nationale par ces établissements publics fonciers. Eh bien, moi, je vis dans une région, dans un département qui est couvert par un établissement public foncier. Mais aujourd'hui, les communes n'ont pas la capacité d'adhérer elles-mêmes à l'établissement public foncier. Pour ceux qui n'ont pas utilisé jusqu'à maintenant les services des établissements publics fonciers, ce sont des services très précieux, notamment pour les petites communes, puisqu'ils peuvent intervenir sur l'acquisition. C'est vrai que quand on veut exercer le droit de préemption, déjà, il faudrait plus de souplesse pour l'exercer, pas forcément être contraint d'avoir déjà un projet, mais de pouvoir se dire on va constituer du foncier pour la commune. Mais pour exercer ce droit de préemption au moment où la disponibilité du bien survient, eh bien, si on n'a pas les finances, eh bien, on ne peut pas intervenir. Donc l'intérêt de l'établissement public foncier, c'est qu'il peut intervenir à notre place. Alors, c'est pas gratuit. Un jour, il faudra bien le payer, ce bien qu'on va acquérir. Simplement, ça nous permet de voir venir et de différer l'engagement financier pour notre commune. Et puis, les établissements publics fonciers ont développé cette compétence en matière d'ingénierie et peuvent accompagner les communes sur leurs projets, sur la mise en œuvre d'ailleurs même de l'aménagement de ce foncier qui a été acquis par la commune, chose qu'on n'a pas la possibilité de faire avec nos propres services. Donc, important pour les communes de pouvoir bénéficier de ces services, donc de couvrir le territoire, je suis bien d'accord avec Constance de Pellichy, mais aussi, surtout, de laisser cette liberté aux communes de pouvoir adhérer. Ma commune est dans une intercommunalité dont la ville principale est la ville chef-lieu. Donc, qui, elle, a des préoccupations de maintien du commerce en centre-ville. Je comprends ces préoccupations. Simplement, du coup, les préoccupations des communes rurales qui composent cette intercommunalité ne sont pas tout à fait identiques aux préoccupations de la ville chef-lieu. Donc, l'intérêt, si l'intercommunalité ne veut pas adhérer à l'établissement public foncier, c'est que chaque commune intéressée puisse le faire. Et à ma connaissance, il y a aujourd'hui c'est une proposition de loi, je crois, hein, qui a été adoptée par le Sénat. Et donc, moi, je nourris les plus vifs espoirs pour que cette disposition soit applicable rapidement. J'ai cru comprendre que la loi votée était au Conseil constitutionnel. Donc, croisons les doigts. Et là, je ne vais pas en appeler ni à la justice, ni à l'Assemblée, mais bien au Conseil constitutionnel de nous permettre de pouvoir bénéficier de cet outil. Et puis, il y a un autre outil sur les territoires qui est précieux pour nous, les communes, ce sont les CAUE. Pour ma part, je préside le CAUE de mon département, c'est un hasard. Simplement, les CAUE, pour certains d'entre eux, se sont vraiment investis dans l'accompagnement des communes pour élaborer des projets d'aménagement. Ça permet d'avoir une vision plus large sur le territoire de la commune. C'est un accompagnement très précieux, puisqu'en fait, il n'engage pas de dépenses pour la commune. La commune peut solliciter l'accompagnement du CAUE. C'est un accompagnement sur mesure de professionnels qui sont des architectes, qui sont des urbanistes, qui connaissent souvent bien le territoire,
qui sont là, même une fois qu'on a, comment dirais-je, arrêté le projet que l'on veut mettre en œuvre, et on peut avoir recours à eux dans le temps. Et je pense que si ceux qui ont un CAUE sur leur département savent qu'aujourd'hui les CAUE sont en grande difficulté en raison de la modification de perception de la taxe d'aménagement, puisque le fait que la taxe d'aménagement soit perçue à un autre moment des opérations d'urbanisme fait que finalement on a eu un trou d'air. Et dans certains départements, ce qui est le cas du mien par exemple, la ressource liée à la taxe d'aménagement a baissé de 80%. Autant dire que ça met en péril les CAUE qui sont financés, eux, à 80% sur la taxe d'aménagement. Et je pense que là, je crois que le Sénat s'est emparé de cette question. Il faut qu'on arrive à retrouver des financements sains pour les CAUE, et que vraisemblablement aussi la période qui représente ce que j'appelle un trou d'air soit compensée aux départements, puisque ce sont les départements qui reversent une partie de la taxe d'aménagement au CAUE. Tout ça pour dire que si on n'a pas les outils pour nous accompagner, on aura beau avoir un dispositif législatif très perfectionné, pour des petites communes, c'est très difficile de s'en emparer, parce qu'il faut quand même une spécialité. Je compte aussi sur l'accompagnement des notaires sur nos territoires ruraux. Je crois que l'intervention qui a été faite tout à l'heure est précieuse. Ça nous permet de voir aussi, on a un dispositif législatif qu'on ne sait pas toujours bien mobiliser. En tout cas, l'accompagnement des territoires est tout à fait précieux. Et c'était le message que je voulais faire passer. Et je compte sur notre association pour faire remonter au ministre les 2 points sur la possibilité d'adhérer pour les communes seules, on va dire, et puis de trouver un processus de sauvetage des CAUE pour les départements où les CAUE se sont engagés vers cet accompagnement des communes. Merci Madame l'héritier. Donc on le retient, 2 outils incontournables, les établissements publics fonciers et les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, CAUE, en particulier utiles par rapport, vous l'avez dit, à l'ingénierie, au profit, au service des petites communes. Alors, petites communes, maintenant on va s'intéresser peut-être à des communes plus urbaines. Je pense notamment à la commune de Lens et la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, dont nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le président en la personne de Sylvain Robert. Monsieur le Président, Monsieur le maire, comment aujourd'hui parvenez-vous à mobiliser du foncier disponible dans votre enveloppe urbaine ? Alors dans notre contexte, c'est encore un peu particulier parce que l'agglomération de Lens-Liévin est une communauté assez dense, quand même de 150 000 habitants, mais sur 36 communes et avec un passé minier que certains connaissent et peut-être vivent aussi dans leur territoire, donc beaucoup de friches, mais avec peu de moyens. Donc quand on n'a pas beaucoup de moyens, on essaye de bricoler. C'est dommage que le ministre soit parti parce que, par exemple, la politique de la ville, qui est un des éléments, nous permet avec la dotation politique de la ville d'aller faire une reconquête foncière, mais qui sont des moyens limités. Donc quand on cumule l'ensemble de ces moyens, on arrive à construire quelque part une politique foncière. Mais je rejoins un collègue, l'engagement auprès des EPF est un moment important aussi pour nos collectivités. Mais on a aussi des contraintes du quotidien, parce que maintenant l'EPF n'intervient que quand il y a un projet et n'utilise pas non plus les moyens pour de la veille foncière. Et on sait qu'à l'échelle d'un mandat, à l'échelle d'un territoire, si on veut ajouter à ça que dans des dispositifs particuliers, quand on est dans des programmes en rue ou dans des programmes de renouvellement du bassin minier comme chez nous, on a des concertations préalables obligatoires. Et donc le temps de faire la maîtrise, de mettre en place la concertation, de réaliser le projet, l'EPF est déjà passé à autre chose, on n'arrive pas à le mobiliser. Donc il y a la question des moyens, mais il y a en même temps la question de la capacité, de la possibilité de faire. Je rejoins ce que Thierry Repentin disait tout à l'heure, il y a aussi l'engagement, ce qu'on avait évoqué avec l'AMF sur l'évolution de la taxe d'aménagement, parce que c'était aussi un des éléments de la reconquête de nos friches dans le cadre de l'objectif du ZAN. Aujourd'hui, le ZAN peut être un élément, et je partage un peu ce que chacun peut vivre dans son territoire, et je vois ce que chaque commune peut aussi endurer de par son contexte. Aujourd'hui, le ZAN peut être une philosophie qu'on partage, mais dans les modalités pratiques, on a chacun notre histoire. Et si je prends le cas de mon territoire, la reconquête des friches a un coût démesuré. Et tant que ça coûtera moins cher d'aller conquérir de la terre agricole que de reprendre une friche,
on n'arrivera pas forcément à poursuivre cet objectif-là. Et donc, on a des petits sujets, on a la DPV, la dotation politique de la ville, on a des fonds à travers l'EPF, on a des possibilités, mais il manque quand même cette notion assez globale, à la fois sur la taxe d'aménagement et puis en même temps sur les crédits ANA. Parce qu'après, c'est une fois qu'on a le foncier, qu'est-ce qu'on en fait? Quand on voit que sur notre territoire, à partir de juillet, septembre, à peu près, les crédits ANA sont consommés, on est déjà en train de faire de la veille pour pouvoir engager les crédits dès les premiers mois, dès les premiers jours de l'année suivante. C'est aussi la visibilité qu'on peut avoir sur un territoire. Donc quand on met tout ça bout à bout, c'est difficile d'avoir une stratégie foncière claire quand on n'a pas un outil qui s'impose aux autres, quand on n'a pas des moyens qui sont démesurés et quand on n'a pas la capacité de mobiliser des moyens nouveaux. Parce qu'en plus, chez nous, on est dans les territoires les plus pauvres de France. Et 2 villes pauvres n'ont jamais fait une communauté d'agglo riche. Et donc, dans ce cadre-là, c'est aussi cet accompagnement dont on a besoin, parce que si on est éligible à la DPV, ce n'est pas un plaisir, on préférerait en sortir. Ça voudrait dire qu'on a aussi des ressources qui sont un peu plus faciles à mobiliser chez nous. Mais malgré tout, même la DPV, aujourd'hui, ne nous permet pas d'avoir cette stratégie foncière qui permet demain d'accueillir des nouvelles populations, parce qu'on a aussi un territoire en tension en termes de logement, d'accueillir de nouvelles entreprises, parce qu'on est au carrefour de l'Europe, on est à égale distance entre Bruxelles, Londres et Paris. Donc, ça donne aussi quelques possibilités. Mais malgré tout, on a les mêmes contraintes de ZAN, de pollution. Et nous, le potentiel se fait sur les friches. Les friches minières, ce sont des hectares assez conséquents. On arrive à en reprendre quelques-uns, mais vous imaginez la pollution des sols que ça peut avoir. Et donc, tant qu'on n'a pas de moyens ou de dispositifs clairs, et surtout avec une durabilité bien identifiée, c'est difficile de se projeter dans une question de veille foncière vraiment à terme. Voilà. C'est un peu l'échange d'expérience que l'on peut avoir, à savoir que l'objectif du ZAN est une belle philosophie. Maintenant, si on veut aller au bout du bout sans remettre une loi supplémentaire, c'est uniquement une question de ciblage de moyens. Merci, monsieur le maire. Effectivement, donc nouveau regain d'intérêt pour les friches, longtemps délaissées par le passé. On a évoqué jusqu'à présent la question du construire autrement, pas encore de l'habiter autrement. Habiter autrement, alors on a rapidement évoqué tout à l'heure, j'ai entendu les tiny house, notamment dans les débats. Ce sont des choses qui sont des réalités tangibles du côté de la mairie de Plessé, dont Aurélie Mézières est maire. Madame le maire, soyez la bienvenue. Ma question est la suivante. Comment aujourd'hui la ruralité peut s'inscrire dans le cadre de l'innovation en matière d'aménagement? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous emmène à Plessé, en Loire-Atlantique. Monsieur le ministre parlait du Morbihan. Je ne ferai pas le débat de savoir si la Loire-Atlantique est en Bretagne. C'est donc une commune de 5400 habitants. La première innovation, c'est que c'est une innovation démocratique. On n'a pas de commission municipale à Plessé, on n'a que des comités consultatifs qui sont ouverts à tous les habitants à partir de 14 ans. Et un des comités s'appelle le comité cadre de vie et transition territoriale, qui est un joli nom pour dire aménagement, voirie et travaux. Et donc, c'est un gros comité qui a attiré énormément d'habitants, et on s'est tous retrouvés avec une feuille blanche en se disant, bah voilà, il y a la loi climat et résilience, il y a le ZAN, il y a le PCAET, il y a toutes ces notions. Et finalement, élus comme habitants, on s'est dit, il faut qu'on monte en compétences. Ça veut dire quoi pour une commune rurale qui est dans un département qui accueille énormément d'habitants, hein, c'est à peu près 15 à 16 000 habitants par an. On est entre Nantes et Rennes, pour vous situer, donc on a encore l'attractivité du foncier qui n'est pas cher, mais pour autant on a les mêmes contraintes que tout le monde, et il faut pouvoir accueillir et construire. Et donc on s'est dit, c'est quoi cette loi climat et résilience? Ça veut dire qu'il va falloir être neutre en carbone. Une fois que vous avez dit ça, la neutralité carbone, ça veut dire que nous allons avoir 2 tonnes équivalent CO2 par habitant en 2050. 2 tonnes équivalent CO2, c'est une notion un peu vague. Ça veut dire, par exemple, que quand vous construisez 5 mètres carrés de construction neuve, vous avez utilisé, si vous les faites bien sûr en béton-ciment, vous avez utilisé votre quota. Et en fait, vous n'avez ni mangé, ni bougé, etc. Donc on s'est dit comment on va réussir à construire tout en respectant ces objectifs, sachant que le béton-ciment est le 3e plus gros producteur mondial en fait de gaz à effet de serre. Et donc il y a plusieurs leviers. Soit vous baissez les besoins en construction neuve, soit évidemment vous pouvez rénover, vous baissez la part des maisons individuelles. Et finalement on est parti sur comment augmenter la part d'habitat qui soit le plus, on va dire, avec un impact faible au niveau environnemental.
Et là, c'est un de mes habitants d'ailleurs, comme quoi on est bien inspiré d'écouter nos concitoyens, qui nous a dit « et si on partait sur de l'habitat léger ?» L'habitat léger, c'est de tout ce qui est transportable, compostable, déplaçable. Monsieur le ministre en a parlé, on pense souvent aux tiny house, ça peut être les carters, etc. Et en fait, on avait une zone U dans la commune de 7000 m². Donc j'insiste bien sur le fait que c'était une zone U. L'habitat léger, vous le savez sûrement, a mauvaise presse parce que c'est souvent dans des zones N ou A agricoles où on a une tiny, etc. Et il y a plein de contentieux. Là, on a 7000 m² de zone U où on a décidé de faire un lotissement en habitat léger avec le principe, on va dire, de dissocier la propriété du bâti. Donc en fait, il y a 12 foyers qui sont en train d'arriver. Il y en a une partie qui est déjà là d'ailleurs. Et donc qui sont propriétaires de leur logement. Et nous, la commune, on reste propriétaire du sol avec le principe qui a été nommé tout à l'heure de bail amphithéotique de 99 ans. Pourquoi partir sur du hameau léger? En fait, ça permet d'avoir des habitats qui sont plus petits, qui sont économes en énergie, mais qui sont aussi accessibles financièrement, parce qu'on a, comme tout le monde, des enjeux pour les jeunes de pouvoir accéder à la propriété différemment, mais aussi dans le parcours résidentiel, vous pouvez arriver à votre retraite et à avoir des petites retraites, et donc d'avoir besoin d'avoir un habitat plus petit. Voilà, donc 12 logements. La commune, elle gère les réseaux. Et aussi, l'idée, c'était d'avoir des bâtiments, un bâtiment commun pour que les 12 foyers, comme c'est des plus petits habitats, puissent avoir un espace collectif pour pouvoir aussi faire de l'intergénérationnel, du lien social, du participatif. Je conclurai juste pour dire que, en fait, je rejoins tout à fait les propos qui ont été dits tout à l'heure. Les communes ont un rôle, c'est comme l'eau, en fait, le sol. C'est un bien commun. C'est important d'en garder la maîtrise, parce qu'on ne sait pas de quoi demain va être fait. Même si nous, le projet, imaginons, il ne marche pas, l'air de rien, on récupère notre terrain et on peut en faire d'autres choses, d'autres projets. Donc l'habitat léger est une solution, ce n'est pas la solution, mais est un moyen efficace et en tout cas qui peut être complètement déployé. Et on a beaucoup d'habitats légers du coup qui se sont aussi installés sur d'autres parcelles U de la commune. Merci beaucoup Madame Mézières. Donc on retient plusieurs idées, effectivement, donc nouveau mode d'habitat, le côté participatif, intergénérationnel de ce type d'habitat novateur, et également le fait que ça soit une demande qui est émanée des habitants. Ça, je pense que c'est assez rare pour le souligner. Et bien évidemment, on insiste, en l'occurrence, en zone U et pas en zone N ou zone A. Autre temps que nous souhaitions consacrer cette fois-ci à l'outre-mer avec une thématique spécifique, notamment rencontrée à Apatou en Guyane, dont nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le maire en la personne de Moïse Edwin. Quelles sont, monsieur le maire, soyez le bienvenu, quelles sont les difficultés particulières que vous rencontrez sur votre territoire et quelles stratégies foncières avez-vous mis en place pour y répondre? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, Moïse Edwin, maire d'une petite commune à l'ouest de la Guyane qui se trouve à côté de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, qui est la deuxième ville de Guyane où se trouve la sous-préfecture. Donc, mon intervention va se faire sur 2 étapes. Donc, la première, c'est de planter le cadre de cette commune de 10 000 habitants sur une superficie de 2000 km². Voilà. Donc 10 000 habitants répartis sur 2000 km². J'ai entendu tout à l'heure une dame de la Martinique qui parlait de 36 km². Donc nous, c'est 2000. C'est-à-dire que la superficie d'Apatou, c'est quasiment un interco. Et donc la commune d'Apatou fait partie de justement l'interco de l'ouest guyanais. De 8 communes, c'est la moitié de la Guyane. Donc en Guyane, nous parlons essentiellement de superficie.
Et malheureusement, les habitants ne sont pas regroupés sur un bourg. Ils sont étalés sur l'ensemble de la commune. Et donc, ce qui rend encore plus difficile l'aménagement d'un tel territoire. Et toujours poser le contexte, il faut savoir qu'avant que ça ne devienne une commune, c'était un village. Et ce village était organisé socialement par un chef coutumier. C'est-à-dire qu'au niveau de la Guyane, donc nous sommes un département d'outre-mer, mais la différence avec les autres départements d'outre-mer, c'est que nous aurons dû avoir aussi un statut de territoire comme la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'une partie de la Guyane fonctionne comme un département, les autres départements d'outre-mer, mais une partie, d'où là où ma commune se situe, nous fonctionnons comme un territoire. Et à l'intérieur de ces communes, il y a des chefs coutumiers. Et avant l'arrivée de la commune, eh bien, tout était organisé autour de ces chefs coutumiers. Et avec l'arrivée du maire, ben, on ne peut pas passer outre ces chefs coutumiers qui ont fonctionné pendant des décennies, qui ont eu des modes de fonctionnement depuis des décennies et surtout liés au foncier, puisque tout était géré par ces chefs coutumiers, par un conseil coutumier en lien avec le foncier. Et donc, ce qui rend l'accès à ce foncier-là beaucoup plus difficile, puisque comment ça se passait? Le premier à défricher la forêt vierge en est le propriétaire. Et donc aujourd'hui, avec l'arrivée de la commune, le maire, le conseil municipal, bien chaque fois que même si cette personne, cette famille n'est pas propriétaire officiellement aux yeux de la loi, mais par habitude, par tradition, cette famille en est le propriétaire. Et des fois, celui qui avait défriché n'est plus là, mais son enfant, son fils ou son petit-fils ou même son arrière-petit-enfant réclame ce foncier-là. Et donc chaque fois que vous avez un projet sur ce foncier-là, même si la mairie en est le propriétaire, eh bien vous êtes obligé d'aller d'abord discuter avec cette famille, expliquer le bienfait de ce projet avant de finaliser le projet. Autre difficulté que nous rencontrions, justement, eh bien, c'est la protection de l'environnement. Et ça, cette fois, c'est la loi, c'est le préfet qui surveille effectivement ce que les projets que nous portons sont compatibles avec la protection de la nature. Et chaque fois que vous avez un projet qui va toucher un cours d'eau, eh bien, il y a la loi sur l'eau qui va intervenir, qui va encore en retarder les projets. Malgré tout cela, eh bien, il faut avancer, il faut trouver des solutions. Et donc la première des solutions que nous mettons à l'avant, c'est vraiment la concertation, la discussion et de la pédagogie, surtout avec les familles, leur expliquant bien la nécessité de changer, mais pas de façon brusque, petit à petit, faire entrer dans notre subconscience le fait que nous vivons dans une république et cette république est régie par des lois que nous devons tous respecter. Des fois, ce n'est pas facile, mais il faut y arriver. Puisque, effectivement, nous ne sommes pas sur un territoire d'outre-mer, mais un département. Et ce sont les mêmes lois qui s'appliquent ici pour les départements dans l'Hexagone qui s'appliquent de facto sur ce département en outre-mer. Et là, nous demandons aussi, des fois, à ce que ces lois-là soient adaptées à la réalité du territoire, puisque là, je parle de ma commune, et ce n'est pas des pratiques qu'on peut appliquer sur l'ensemble de la Guyane. C'est spécifiquement pour la commune d'Apatou, peut-être les autres communes qui se situent sur le fleuve, avec des populations qui ont le même comportement. Donc la commune va fêter ses 50 ans l'année prochaine et nous sommes en train de nous battre pour arriver à mettre en place un PLU, puisque jusqu'à maintenant, nous fonctionnons en RNU. Et là encore, nous rencontrons énormément de difficultés avec les services de l'État, puisque des fois, les personnes en face de vous, essentiellement, soit ils sont sur Cayenne et se déplacent rarement sur l'intérieur de la commune. Et aussi, nous avons cette problématique aussi liée au déplacement en Guyane. Donc, comme vous le savez, donc, très vaste territoire et très peu développé. Donc les infrastructures routières, en termes de route nationale, nous avons seulement 400 km de route nationale en Guyane. Moi, j'ai eu la chance... une partie de la commune est reliée par la route, réalisée par la collectivité territoriale, et l'autre partie reste toujours isolée. Le seul moyen d'accès à ces villages-là, c'est par voie fluviale.
Donc ça compte entre 2 heures et 3 heures de pirogue, de navigation, pour arriver sur ces villages-là. Et ces territoires-là aussi doivent être développés. Ces territoires-là, il nous faut amener aussi du service public. C'est une école. Mais au-delà de l'école, c'est aussi de l'eau, de l'électricité, la santé, donc des services de santé aussi pour ces populations-là. Donc avec la mise en place, la finalisation du PLU, nous avons aussi enclenché l'accession à la propriété, puisque sur ces 10 000 habitants, nous avons très peu de personnes qui sont vraiment titulaires, qui sont propriétaires de leur foncier. Et c'est qu'il y a un manque à gagner pour la collectivité, puisque la recette fiscale liée aux impôts directs sur la commune est de moins de 400 000 habitants pour une commune de 10 000 habitants, ce qui est très très faible. Et donc on a mis en place un vaste programme d'accession à la propriété pour les habitants, donc en tout cas ceux qui le souhaitent. Nous les accompagnons à ce qu'ils obtiennent un titre de propriété sur le foncier dont ils payent une taxe foncière bâtie, mais dont ils ne sont pas encore le propriétaire. Et donc c'est une régularisation, mais qui prend énormément de temps, puisque nous avons cette contrainte des services de l'État qui voilà, il n'y a pas que la commune d'Apatou, ils ont 22 communes et nous le font savoir. Il y a une autre difficulté que nous rencontrions au niveau de la commune d'Apatou, c'est les collectivités, donc l'État est en partie propriétaire des 2000 km², mais aussi la collectivité de Guyane aussi est propriétaire d'une partie du territoire de la commune. Le plus petit propriétaire, justement, c'est la commune. Malheureusement, nous sommes propriétaires de 1500 hectares sur une superficie de 2000 km², et la collectivité unique est propriétaire de 6000 hectares. Et lorsqu'il y a des projets, la population est bloquée par un foncier de la commune, ben cette population-là va se déplacer et s'installer sur une parcelle propriété de la collectivité ou de l'État. Et là, les démarches que nous faisons encore, donc c'est comment faire l'articulation justement entre la collectivité unique, l'État, pour que la commune puisse récupérer le maximum de foncier pour pouvoir accompagner ces familles à s'installer et aussi les accompagner à être régularisés sur ce foncier-là. Donc moi, c'est plutôt des difficultés que j'expose et je n'ai pas de solution. Peut-être qu'avec les interventions, nous pourrons trouver des solutions ensemble. Comment adapter les lois de la République dans ces territoires vraiment reculés qui sont à 8000 km de Paris. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Effectivement, des particularités locales, mais des objectifs communs. Vous avez évoqué des notions de pédagogie, de concertation, de la dimension environnementale croissante dans ces thématiques d'aménagement et de planification. Peut-être alors, je vois le temps filer, il y a un atelier qui est juste après. Avant quelques mots de conclusion, nous avions une diapo à vous montrer concernant un QR code au sujet d'une expérimentation que mène l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Regardez, donc c'est une enquête qui a pour vocation à vous donner la parole à vous, élus, pour savoir comment construire demain. En mots de conclusion, peut-être, Monsieur Repentin, Madame l'héritier, Monsieur Repentin. Bien, chers collègues, tout cela peut paraître bien compliqué parfois, les règles d'urbanisme, de maîtrise du foncier, de recherche de solutions adaptées à son territoire, quand dans une même République, nous devons faire face à des attentes exprimées par le maire de Lens ou le maire de la commune d'Apatou. Même République, contexte différent. Et ça rejoint, je pense, ce qui s'exprime par beaucoup de nos collègues sur l'adaptabilité territoriale des dispositifs nationaux. Moi, je suis ravi que Monsieur le ministre ne nous ait pas indiqué qu'il y aurait une nouvelle grande loi. Il a parlé beaucoup de logement. La table ronde, c'est le logement, mais c'est l'aménagement du territoire. Ce n'est pas que le logement, hein. C'est l'activité économique, la place des services publics, la façon dont on vit et on se déplace sur nos territoires. On a essayé d'esquisser quelques solutions avec des outils. Je veux dire un petit mot pour Catherine, l'héritier, sur son sujet des EPFL.
J'en profite, c'est vraiment, je ne sais pas s'il y a encore des élus dans la salle qui ne sont pas couverts par un établissement public foncier local. Éventuellement, ça m'intéresserait, celles et ceux qui n'ont pas de PFL chez eux, qui peuvent lever la main. Tout le monde a un EPFL. Magnifique. Donc, la communication sur les dernières années a été efficace, puisqu'on a beaucoup plaidé à l'AMF pour couvrir tout le territoire national des EPFL. C'est un outil essentiel parce qu'en fait, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez dire quel est le montant de la taxe spéciale d'équipement, suivant la capacité contributrice de celles et ceux qui payent le foncier. Vous pouvez vous fixer les priorités. Est-ce que c'est le développement de l'activité économique? Est-ce que ce sont des réserves foncières? Est-ce que c'est le maintien de l'agriculture? Tout ça, ça se discute entre nous. Ça peut être aussi de la gestion pendant des années du portage d'immeubles que vous achetez. Bref, des choses qu'on ne peut plus faire tout seul. Et cette table ronde, elle montre aussi que c'est dans la mutualisation collective qu'on arrive à trouver des solutions, notamment à destination des territoires plutôt ruraux, qui n'ont pas la capacité humaine, technique, professionnelle d'assumer seuls. Je dis cela parce qu'on rechigne toujours les uns les autres quand on parle d'ingénierie, de créer une structure. On se dit, oulala, quels sont les coûts? Il va falloir embaucher, est-ce que c'est vraiment légitime? Sans cette ingénierie, on ne sait plus faire. On n'est plus aidé par les... Enfin, on est de moins en moins aidé par l'État à travers les dotations. Et vous suivez comme moi l'actualité nationale. Je ne pense pas qu'on puisse aller vers des jours plus heureux. Donc il faut qu'on retrouve de la richesse. C'est pour cela qu'à l'AMF, on porte un certain nombre de propositions sur la répartition de la richesse au moment de la plus-value, sur la vente des terrains que vous avez rendus constructibles dans les PLU ou dans les PLU HD, s'ils sont intercommunaux. C'est vous qui créez la valeur. Il nous semble légitime que la commune ou l'interco puisse avoir une partie du produit de la vente dès lors que la vente se fait. Ça a été créé, cette taxe, elle existe. Il faut la faire évoluer car elle s'éteint au bout d'un certain nombre d'années. Les taxes d'aménagement ne sont plus à la hauteur des enjeux auxquels nous devons faire face dès lors qu'il faut déconstruire des bâtiments, dépolluer, refaire l'ensemble des réseaux, ou alors on dit qu'on ne bouge pas les taxes d'aménagement et alors on fait de l'extension urbaine. Mais l'extension urbaine va à contrario de la prise en compte du ZAN. Je voudrais aussi vous dire qu'en 2050, mesdames et messieurs, 80% des logements qui seront sur notre territoire national, ces logements, ils sont déjà construits, 80% au rythme de la construction actuelle. Ce qui veut dire qu'il y a un enjeu énorme de maintien du parc de logements qui existe pour qu'il continue à être habité. Parce que dans ces 80%, il y a tous les logements vacants qu'il faut remettre sur le marché et il y a tous les logements qui sont occupés qui vont devenir vacants s'il n'y a pas des travaux d'amélioration, notamment en matière énergétique. Parce que vous le savez, là aussi, le gouvernement, le Parlement a pris des dispositions pour qu'on ne puisse plus loger des gens dans ce qu'on considère comme des passoires. On ne pourra plus vendre sans travaux préalables. Pour cela, moi je suis président de l'ANA, je l'ai été nommé sur proposition des associations d'élus. J'attire simplement votre attention, c'est que pour tout cela, il faut beaucoup d'argent. C'est l'ANA qui accompagne vos territoires. Et pour regarder quelles sont les adaptations des fonds de l'ANA, je peux vous dire que sur vos territoires, notamment ruraux, les personnes ont des chèques parfois de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui leur sont nécessaires à titre personnel s'ils veulent remettre. Ce n'est pas qu'un problème urbain, c'est aussi un programme rural pour des villages durablement habitables. Le ministre a dit qu'il y aura un choc de simplification. Tous les ministres qui passent disent qu'il y aura un choc. Bon, je pensais que le choc qu'il allait nous annoncer, c'est que comme il disait qu'il ne pouvait pas, en un mandat, faire tout ce qu'il avait promis durant la campagne électorale, que le choc était de nous dire peut-être on va passer le mandat de 6 ans à 12 ans pour les maires. Mais ce n'est pas ce qu'il nous a annoncé. Merci Monsieur Repentin. Le temps passe, il est 11h34. Nous devons impérativement libérer la salle. L'occasion de vous remercier toutes et tous. Véronique Pouzadou, Thierry Repentin à nouveau, Sylvain Robert, Catherine Lhéritier, Constance de Pellichy, Michel Renet, merci maître, Vincent Jeanbrun, monsieur le ministre, Sylvain Robert, Aurélie Mézières et Moïse Edwin. Merci à toutes et à tous.